différence, c'est qu'en Israël, si quelqu'un ne respecte pas la loi, il y a la police qui peut rentrer dans une synagogue. Nous, en France, dans le cadre d'une synagogue, on n'a jamais vu un policier rentrer pour dire telle personne ne porte pas son masque, ou telle personne ne le porte mal, ou telle personne ne respecte pas de gestes barrières. Je sais pas. Nous avons rendez-vous avec Bruno Aliwa. Nous allons parler avec lui de la vie juive à l'heure de la pandémie et des similitudes qui se sont passées, puisque le Covid a touché beaucoup de membres de la communauté juive en France et également il a fait beaucoup de dégâts dans les communautés orthodoxes. Le mode de vie est-il en question ? Assurément, en tout cas c'est ce que va probablement nous expliquer le docteur Aliwa. Bruno Aliwa, bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup réfléchi sur cette pandémie et vous avez tenté d'expliquer pourquoi la communauté juive en France a été tellement touchée. Alors oui, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que au moment où il y a eu le début de la pandémie, on peut dire que c'est sur les premiers cas sont survenus en France à partir de la période juste à Pourim. En fait, il y a eu une sorte de chronologie d'apparition très proche de Pourim. Et très vite, on a incriminé les rassemblements qui ont lieu habituellement à Pourim, et en particulier les michtés au cours desquels les gens se sont réunis. Et là, c'est assez intéressant de voir que les premiers cas qui sont apparus en France ont touché essentiellement et de façon très très spécifique beaucoup de dirigeants de communautés, beaucoup de rabbins et beaucoup de personnes qui avaient assisté à ces michtés. Et donc tout de suite, on a fait un peu un parallèle de la même façon qu'au même moment, en fait, au mois de février, on avait eu un rassemblement d'évangéliques à Mulhouse où là, les gens avaient fait en fait une relation de cause à effet entre un rassemblement des évangéliques à Toulouse et là, pour nous, la question du michté. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu la presse juive dans le monde entier, on a eu le même phénomène, c'est-à-dire qu'aussi bien en Grande-Bretagne qu'au Canada, qu'en Amérique, qu'en Israël, en fait, on a eu ce même phénomène de relation de cause à effet entre le michté, ou la fête de Pourim, et les premiers cas. Et donc, la question, c'est que tout le monde s'est dit, finalement, c'est les rassemblements qui sont en cause. Mais ce qui s'est passé, c'est que progressivement, un certain nombre de personnes ont continué à fréquenter les synagogues, ont fréquenté les mikveh, certaines femmes ont continué à aller au mikveh. Et là, on a vu des cas contacts à la suite de contacts très spécifiques. Et là, il y a eu des personnes qui ont envisagé, qui ont commencé à se dire, mais finalement, et ça, je trouve que c'est assez intéressant, et puis ça a fait l'objet d'un article dans plusieurs journaux scientifiques un peu partout dans le monde. On se pose la question, et est-ce que le mode de vie, la pratique de la religion juive est-elle en fait un facteur favorisant de la propagation du virus, qui fait la force en fait du judaïsme, à savoir c'est les réunions, le fait qu'on ait des minyanes organisés, le fait qu'on ait des kidouches, le fait qu'une personne qui monte à la Torah, on lui serre la main, on l'embrasse, le fait qu'on ait une religion dans laquelle il y a beaucoup de contacts, où on a un respect, on doit voir les malades, on a un respect vis-à-vis des religions, des personnes âgées. En fait, tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui sont en fait malheureusement des facteurs de propagation, de risque de propagation du coronavirus. Et ça, c'est assez intéressant parce que finalement, plus que incriminer une fête, on s'est demandé finalement tout ce qui fait notre force, est-ce que ça ne serait pas en fait le talon d'Achille du judaïsme, des juifs. Talon d'Achille, oui, Bruno Aliwa, mais pourtant il y a un principe bien connu dans la religion juive, c'est l'interdiction de mettre sa vie en danger et que rien ne vaut la vie. Toutes les interdictions normalement énoncées dans le judaïsme peuvent être abolies, abandonnées pour sauver une vie. Alors, on est dans un paradoxe. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on est devant un paradoxe très particulier. C'est-à-dire que, en fait, j'ai beaucoup travaillé en histoire de la médecine, et probablement c'était
cette pandémie de coronavirus, elle est unique parce que pour la première fois, on a en fait on est face à un virus malheureusement qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas de traitement qui est efficace à 100%, qui peut toucher les gens d'une façon un petit peu aléatoire. Et ce qui est assez intéressant, on ne comprend pas pourquoi certaines personnes dans une même famille peuvent être malades, pourquoi l'intensité de la maladie, pourquoi la gravité de la maladie est différente. Et c'est vrai que vous avez raison. Le principe même du judaïsme, c'est pikuach nefesh, c'est-à-dire en fait véritablement la sainteté de la vie. Enfin, la vie est le plus important. Mais c'est vrai que une des réflexions les plus importantes de la plupart des journaux médicaux, c'est de dire que pour la première fois, et le plus important, c'est que les messages de prévention doivent être délivrés, bien sûr par les médecins, bien sûr par les médias, mais le plus important et les messages les plus percutants doivent être délivrés par les dirigeants communautaires et les dirigeants rabbiniques. Et ça, alors, je crois que c'est probablement le point le plus important. Bien sûr. Est-ce que ça a porté préjudice? Est-ce que ça porte préjudice à la communauté juive d'être pointée du doigt comme ça ou pas? Alors, pour l'instant, non. En fait, c'est vrai que il y a deux phénomènes. Il y a bien sûr ceux qui vont regarder les informations, et c'est vrai que les médias du monde entier se sont largement ont servi un petit peu de caisse de résonance en montrant du doigt un petit peu les clusters dans les communautés orthodoxes en Israël. Mais c'est vrai que en France, un peu partout dans le monde, on n'a pas montré du doigt les communautés juives. Tout au plus, si on regarde un peu les premiers articles, on voit que on nous a expliqué que certains dirigeants communautaires ou certains médecins, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de juifs qui ont été atteints du coronavirus, mais ça n'a pas fait l'objet d'une médiatisation. Donc non, on n'est pas pointé du doigt. Je crois que il y a quand même un phénomène qui est important à souligner, c'est que en fait, dans les communautés juives françaises, américaines, britanniques, en fait, la loi de l'État étant importante, les dirigeants communautaires ont été assez stricts, hein, c'est-à-dire que les synagogues ont été fermées, par exemple, il y a eu des règles qui ont été mises en place très rapidement. Et c'est peut-être une des caractéristiques de la communauté juive, c'est que dans des moments difficiles comme on vit, il y a eu une sorte de réunion, c'est-à-dire que en fait, tout le monde a mis de côté un petit peu les égos, chacun a mis de côté un petit peu toutes les dissensions qu'il peut y avoir. Et c'est assez intéressant de voir que beaucoup de médecins un peu partout dans le monde se sont un peu rapprochés des dirigeants rabbiniques et des dirigeants communautaires afin de réfléchir à la mise en place de moyens pour limiter la propagation. C'est-à-dire que, et donc aujourd'hui, par exemple pour la MIF, dont je suis le président, on a partout en France des médecins qui sont très impliqués dans leur communauté, ou même qui n'étaient pas impliqués avant la crise du corona et qui le deviennent, qui en fait ont participé à ces messages de prévention, et je trouve que c'est très important, c'est-à-dire que en collaboration étroite bien sûr avec le consistoire, avec les dirigeants rabbiniques, avec les aumôniers, en fait il y a eu une sorte de synergie dans la délivrance des messages. Et je crois que alors justement, c'est très important cette synergie, et c'est tout à fait nouveau, c'est à souligner évidemment. Alors et malheureusement, le virus ne va pas disparaître du jour au lendemain. Est-ce que vous avez pris, alors apparemment on comprend que vous avez pris des mesures pour le passé, mais pour ce qui nous attend, est-ce qu'il y a des directives qui ont été mises en place? Est-ce que les choses vont changer pour la communauté juive? Ah oui, en fait, les offices ne seront plus jamais ne se dérouleront plus jamais comme ils se sont déroulés jusqu'à présent. C'est-à-dire que progressivement, on a vu arriver dans les synagogues du gel hydroalcoolique à l'entrée. On a vu certains, s'installer autour de la théba des plaques en plexiglas de façon à ce que le rabbin
qui parfois est obligé de chanter, enfin qui doit chanter, puisse et qui chante avec une visière pour éviter en fait la projection de gouttelettes, de salive, enfin parce que c'est finalement le rabbin qui est le plus qui joue un rôle pivot. Donc on a pensé aussi, il y a eu l'idée par exemple là pour la soukha de limiter comment dire l'entrée dans la soukha, c'est-à-dire de ne pas faire d'éviter autant que faire se peut les repas communautaires, hein, qui étaient vous inspirez, est-ce que vous vous inspirez des directives qui sont prises en Israël, puisqu'apparemment on a un temps d'avance sur ce qui se passe en Europe. Est-ce que vous vous inspirez de ce qui se passe ici ou pas? C'est-à-dire qu'on s'en inspire, mais en même temps, la différence, c'est qu'en Israël, si quelqu'un ne respecte pas la loi, il y a la police qui peut rentrer dans une synagogue ou qui peut en fait intervenir. Nous, en France, dans le cadre d'une synagogue, on n'a jamais vu un policier rentrer pour dire telle personne ne porte pas son masque ou telle personne ne le porte mal ou telle personne ne respecte pas de gestes barrières. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, c'est-à-dire que c'est à vous d'assumer exactement. le fait que c'est-à-dire ces que directives vous avez soient par suivies. exemple par nombre fixe de personnes par par office. Il y a des règles très strictes en Israël, tout à fait. Voilà. Alors qu'en France, vous avez des synagogues où il peut y avoir 150 personnes, 180 personnes. Pourquoi pas à condition que le lieu s'y prête? C'est-à-dire que, en fait, et c'est peut-être aussi un des aspects qui a été réfléchi, qui fait l'objet de réflexion, c'est-à-dire que nous savons tous que les synagogues, entre la synagogue de rue de la Victoire, dont la capacité est énorme, et certaines synagogues qui sont situées dans des sous-sols sans fenêtres, la situation est radicalement différente. Donc, on ne peut pas adopter les mêmes règles. Voilà pourquoi il est très important que dans ces petites synagogues, et puis vous avez des synagogues de province, vous avez des multiples synagogues, des multiples offices qui ont lieu un peu partout, et je crois que l'intelligence, c'est de se réunir et d'avoir des gens qui sont là pour distiller les bons messages, c'est-à-dire aussi à la fois des bons messages et puis parfois expliquer que il y a des fake news, c'est-à-dire vous allez avoir des gens qui vont dire non, ça ne va pas. Alors par contre, un des problèmes majeurs, et on en est conscient, et tout le monde en est conscient, c'est que malheureusement, beaucoup de gens qui sont des piliers de synagogue, par la force, sont des gens qui sont les plus à risque aussi. C'est-à-dire que beaucoup de personnes âgées... C'est ça, c'est-à-dire qu'en Israël, par exemple, puisque vous parlez des personnes âgées, ils ne viennent pratiquement plus aux offices, ou alors ils prient dehors, et vraiment, en général, on leur déconseille de venir. Apparemment, en France, c'est pas le cas. Ils continuent d'arriver aux offices. Non, parce que vous avez beaucoup de gens pour qui se rendre... C'est aussi, je crois qu'en fait, la religion juive est une formidable religion parce que finalement, vous avez des personnes âgées, des gens, si vous vous rendez à des offices le matin, mais vous voyez des gens qui ont 80 ans, 90 ans, pour qui finalement, cet effort de s'habiller, de descendre, de se rendre à la synagogue, de voir des gens, vous avez des gens qui sont seuls, mais c'est sûr, le fait d'aller à la synagogue, ça leur apporte un bienfait énorme. C'est sûr, mais ça a été, enfin, en tout cas en Israël, il a été décidé que que c'était à éviter pour les protéger. Évidemment, il y a le pendant de cette décision qui fait que la solitude pèse forcément, la désocialisation pèse sur eux. Alors on comprend évidemment que nous sommes dans deux pays différents, deux situations différentes, même si on a beaucoup de choses en commun. Voilà, donc on voulait juste faire un petit topo ce matin avec vous pour comprendre, parce qu'on pense à vous aussi, comme vous pensez à nous. Voilà, donc on voulait s'associer un peu à tout ce qui se passe en France comme ici, Bruno Aliwa. Alors juste pour finir, si vous avez mis en place quelque chose et s'il y a quelque chose à dire, un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, parce que vous savez qu'on est aussi écouté en France. Mais je crois qu'en fait, vous savez, tout doit être... on doit réfléchir. C'est-à-dire que chacun doit apporter, et c'est ça la force du peuple juif, c'est de toujours trouver des solutions, faire preuve d'intelligence pour trouver des moyens de, à la fois, continuer à vivre son judaïsme, continuer à avoir une vie religieuse, tout en observant des gestes barrières. Et là, je trouve que c'est extraordinaire. Non pas, il y a le rôle des médecins, et puis il y a le rôle des rabbins, et puis il y a les rôles des gens de la communauté. Et moi, j'avoue que je vois dans plusieurs synagogues, il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires,
d'intelligence, d'imagination. Il y a des gens qui ont mis en place des systèmes. Enfin, on parle du système Zoom, c'est-à-dire que quand on voit que moins de 5% des gens connaissaient Zoom il y a 1 an et aujourd'hui, vous avez des gens qui ont suivi à la maison un office de Kippour sur Zoom. Je crois que on doit réfléchir en fait à la faveur de cette pandémie à des moyens en fait de se protéger tout en continuant à vivre une vie fluide parce que il n'est pas question d'arrêter cette vie. Il est question en fait de l'adapter. Et je crois que c'est très important. Donc responsabilité et imagination, c'est ce que vous prenez pour, on va dire, pour l'avenir, puisque nous allons a priori continuer à vivre encore quelque temps avec ce virus. On vous remercie beaucoup, Bruno Aliwa, d'avoir participé à notre émission et peut-être à une prochaine fois. Je rappelle que vous êtes président de l'AMIF. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.